IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Ufologie ce soir pour reprendre un peu avant le mois de septembre avec Jocelyn F. Keller. Il est historien de l'étrange et spécialiste du paranormal, intervenant régulier sur la web radio BTLV. Il a sélectionné pour vous dans un livre qui s'appelle Les affaires étranges qui laisse pantois. C'est un livre qui est publié chez Scrinéo. Il a déjà publié, toujours chez le même éditeur, en 2014, Dossiers inexpliqués, et en 2015, Dossiers inexpliqués 2. Donc là, on est sur les affaires étranges, histoire authentique, paranormale, ufologie, mystère, chez Scrinéo, mais on va parler plutôt de l'affaire de Aravilliers. Bonsoir Jocelyn Keller, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Donc, on va parler d'Aravilliers. On va parler de... qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on peut dire où est Aravilliers. Oui, Aravilliers, c'est dans le Val d'Oise. 50 km au nord-ouest de Paris. Voilà, toute petite localité dans laquelle il s'est passé, il y a une vingtaine d'années, un événement extraordinaire. Ça s'est passé il y a 20 ans. C'était en janvier 98. Il faisait froid. Il faisait très froid. Mais le ciel était très clair. Oui, ce matin-là, exactement. Alors, c'est dans cette commune d'Aravilliers, et plus particulièrement cette commune comporte 5 hameaux, je crois, et c'est le hameau du Ruel. Exactement, oui. C'est passé. En fait, c'est une histoire. Je pense que la première chose à dire sur l'affaire d'Aravilliers, c'est qu'elle est très méconnue par rapport à d'autres histoires d'ufologie, c'est-à-dire liées à, on va dire, à l'étude des ovnis. Qui elles ont été très médiatisées. Alors on a bien sûr parlé de l'affaire de Cergy, on est dans le Val d'Oise ici, donc tout le monde connaît cette histoire, mais il y en a d'autres dans la France, France entière. Il y en a Cergy, l'année 75. Ah oui, c'était avant. Oui. Ah oui, c'est bien avant. Oui. Il y a eu quelques affaires en France très connues et qui ont été médiatisées. Moi, je connais beaucoup l'affaire, par exemple, de Valençol qui s'est passée en juillet 65 au nord d'Aix-en-Provence. À l'époque, la presse nationale, il y a eu des émissions. Le Monde a fait un article, Europe 1 a fait une émission spéciale là-dessus, et toute la presse, à la fois locale de Provence et de France, en a parlé. Par comparaison, Aravilliers, c'est l'inverse. Aravilliers, les principaux protagonistes de l'histoire ont demandé l'anonymat. Il n'y a jamais eu d'enquête de gendarmerie, il n'y a jamais aucune enquête, hormis celle faite par certains ufologues. Et c'est grâce à ces ufologues qu'on connaît cette histoire. Mais aujourd'hui, si on demande un rapport officiel de scientifique ou quoi que ce soit là-dessus, ça n'existe pas. Alors, j'ai dit 5 hameaux, en vérité, il y en a 9. Il y en a 9, oui, j'allais rectifier. Aravilliers. Mais bon. Alors, il faudrait peut-être parler de Gérard Deforges. Oui, je pense qu'on va en parler tout de suite, parce que Gérard Deforges, c'est un monsieur qui, à l'époque, habitait justement dans le Val d'Oise. Il était directeur d'école. À Éragny. Exactement. Et à ses heures perdues, mais en tout cas, son principal loisir, son principal hobby, c'était justement de s'intéresser aux ovnis. Et donc, il est ce qu'on appelle un ufologue. Alors, à l'époque, il n'a pas été, lui, mêlé directement à l'affaire d'Aravilliers. En fait, on lui a demandé d'intervenir à la suite de cette histoire pour entrer en contact avec les principaux témoins et essayer de les faire parler. Alors, les principaux témoins, on va arriver à un fameux D, puisque tous, ils ont voulu rester anonymes, il y avait un fameux D. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que sur les 5, ils étaient 5. Il y en avait 5. Ouais. Il y en avait au moins 2 qui avaient travaillé dans l'aéronautique. Voilà, dans l'aéronautique ou des activités dites sensibles. Et les 2 avaient effectivement une habilitation secret défense. Alors ils étaient pour la plupart d'entre eux déjà à la retraite. Ils n'étaient pas directement en activité, mais ils avaient beaucoup de relations dans ce milieu-là. Et c'est sans doute à cause de cela qu'ils ont demandé l'anonymat. Ils savaient que s'ils allaient raconter ça aux gendarmes, les gendarmes étant des militaires comme eux n'étaient pas vraiment des militaires, mais évoluaient dans un univers un peu militaire. Ça allait vite se savoir, et je pense qu'ils ont dû penser à leur réputation en se disant ça va nous attirer, voilà, soit on va se moquer de nous, soit on va commencer à dire une sorte de rumeur sur nous. Donc on veut bien le raconter à un ufologue. C'est un peu ce qui s'est passé avec Gérard Deforges, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire on vous raconte l'histoire, mais en échange vous nous promettez de ne pas révéler notre identité et nous laisser, enfin ce qui nous permettra de rester tranquille, de ne pas être inquiété dans cette histoire. Alors le fameux D, quand même, on pourrait peut-être savoir ce que c'est, puisqu'il était à la sécurisation
du site de Taverny. Oui, il a travaillé à Taverny. Après, on sait pas énormément de choses sur eux. Ce sont pas des gens, comment dirais-je, dont on a fait le portrait robot. On sait quelques éléments. On sait qu'il y en avait un qui travaillait dans une menuiserie, deux qui travaillaient dans les activités militaires. Il y en a un des 5, par exemple, on sait pratiquement rien sur lui. Il avait des problèmes psychologiques avant l'affaire. Ça s'est pas arrangé après. Au contraire, ça s'est plutôt aggravé ensuite. Et de ce que je sais, de ce qu'a dit un autre des témoins, il a été dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Alors, est-ce que je veux pas dire que c'est lié à ce qui s'est passé avec en janvier 98, hein, c'est autre chose. On peut peut-être commencer par raconter ce qui s'est passé. Le 10 janvier 98, pourquoi ces 5 hommes sont ensemble déjà ? Exactement. Alors, en fait, ce sont des gens qui adorent chasser. Et donc, le 20 janvier 98, il est 7h du matin, et ces 5 personnes ont décidé de se donner rendez-vous, voilà, dans un bois qui est juste à côté d'Aravilliers, et près, effectivement, du hameau du Ruel. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est d'abord qu'on a 5 témoins, dont un principal, qu'on va appeler Monsieur D, qui lui a raconté beaucoup plus de choses que les autres. Et ces 5 personnes ont assisté à quelque chose d'assez incroyable en étant séparées, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas toutes ensemble. Au début de l'histoire, vous avez 2 véhicules qui circulent en direction du hameau, qui se suivent l'un et l'autre, à bord desquels il y a dans le premier véhicule 3 personnes, dont Monsieur D et ses 2 amis, mais sur lesquels on ne sait pas énormément de choses. Hein. Donc ils sont témoins aussi, mais voilà. Si vous me demandez leur prénom, je le connais pas. Si vous me demandez leur âge, je le connais pas, et personne les connaît. Ouais, mais Desforges, il les a retrouvés, je sais plus, en 99. Ah oui. En février 99, sur les 5, il en a quand même vu 4, ou tout le moins c'est Jacques Vallée qui les a rencontrés. Absolument, donc, mais un an après. Ouais. Mais je vais vous le raconter après comment ça s'est passé. Donc il y a effectivement dans le premier véhicule 3 personnes, dont Monsieur D, et dans un deuxième véhicule, une seule personne qui est en fait avec son chien. Voilà, donc il y a 4. Parmi les 5 témoins, 4 sont là dans 2 voitures. Et le 5e témoin, lui, il est dans une Mercedes et il est à 2 km de là, de l'autre côté du hameau, et il est garé sur un parking parce qu'il est arrivé un petit peu en avance et il est en train d'attendre ses amis. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il est à peu près 7h du matin. Les 2 véhicules rentrent dans le hameau, doucement, hein, ils roulent il y a une limitation de vitesse, donc ils arrivent à 30-40 km/h, grand maximum. Et il fait effectivement froid, le ciel est clair, il n'y a pas de brume, pas de nuages, quoi, rien de tout ça. Il fait encore nuit, enfin en tout cas ça commence à être l'aube, voilà. Et en arrivant justement à l'entrée du hameau du Ruel, là ils sont absolument ébahis parce que au-dessus d'eux il y a un énorme disque volant. Il y a un avion d'abord. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet avion de très grande taille? Parce alors que ça, l'avion, on en parle alors l'avion, pas. ça, eux l'ont pas vu. L'avion, il a été vu par un garde-chasse. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors il y a effectivement, on va parler du garde-chasse et après comme ça on l'évacuera. Le garde-chasse de la forêt d'Aravilliers, à la même heure, il l'a raconté après. Hein, à la même heure, lui sort de chez lui, monte sur sa mobilette et se rend à la maison de chasse. Et il dit, voilà, quand je suis monté sur ma mobilette, j'ai vu passer au-dessus de moi un avion de très grande taille, genre quadri-réacteur, vous voyez, genre 747, voilà, pour faire simple, qui est passé à très basse altitude. Oui. Et ça m'a beaucoup intrigué parce que, bien qu'on soit pas très très loin de Roissy, je n'avais jamais vu d'avion aussi gros voler aussi bas. Et quelques instants après, il voit passer un disque volant avec plusieurs couleurs. Et il a à peine le temps de le distinguer que l'objet a déjà disparu. Voilà. Et donc ça l'intrigue beaucoup, mais bon, en même temps, il se dit, bon, voilà, effectivement, c'est curieux. Et puis après, il monte sur sa mobilette et puis il va vaquer à ses activités et il oublie un petit peu tout ça. Mais c'est ensuite que, rencontrant Gérard Deforges et d'autres personnes, d'autres ufologues, cette personne se dit, ah mais oui, vous savez, ce matin-là, j'ai vu ça. Voilà. Mais ça se passe donc chronologiquement quelques instants avant l'observation qu'on vont faire les 4 témoins dans les 2 voitures. Donc les 2 voitures sont à l'entrée du hameau du Ruel et là au-dessus d'eux il y a un énorme disque gris immobile comme s'il était en lévitation. Le disque est énorme, c'est pour ça que ça les laisse complètement pantois. Un des témoins dira qu'il était haut comme 3 immeubles et qu'il faisait un diamètre d'à peu près 40 mètres de diamètre, ce qui est énorme. Alors ce qui est étrange, c'est que ils roulent doucement, mais ils ne s'arrêtent pas. Et ils ne savent d'ailleurs même pas pourquoi ils se sont arrêtés.
Tout juste Monsieur D, qui est en train de conduire la première voiture, tourne la manivelle de sa vitre avant et sort la tête un petit peu en dehors de la voiture pour mieux voir cet objet. Et donc, en fait, ils font une observation en mouvement. Alors, ils vont pas vite, ils ont quand même le temps de voir cet objet incroyable au-dessus d'eux. Ils ont l'impression que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. C'est un peu ce qu'ils ont dit dans leur témoignage, que l'objet était très puissant. On sentait une énergie incroyable. Même s'il était là totalement immobile, on sentait qu'il avait un potentiel d'énergie incroyable. Et voilà, il est gris. Il est pas. Alors, au-dessus de l'objet, il distingue des sortes pas des phares, mais des grandes lumières, un peu comme vous savez, les projecteurs d'un stade. Voilà, d'un stade. Des sortes de panneaux rectangulaires lumineux avec les couleurs vert, rouge et jaune. Et ça, c'est important parce que d'autres témoins vont voir les mêmes couleurs. Et donc, ils roulent doucement. Ils ont cet objet incroyable au-dessus d'eux. Ça dure, quelques secondes. Et après, c'est le trou noir complet. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le blackout. C'est-à-dire que aucun des 4 témoins ne se souvient de ce qui s'est passé ensuite. Ils n'ont pas souvenir de s'être arrêtés, ils n'ont pas souvenir d'avoir perdu connaissance, c'est juste comme ça, voilà. Alors pourquoi il dit aussi qu'il a eu cette impression qui s'accompagne étrangement d'une forme de tristesse chez le témoin? Oui, alors ça c'est un des témoins effectivement qui a... Et il sent son cerveau se vider et perd le contrôle de sa pensée. C'est un des témoins qui a dit, voilà, moi ce que j'ai ressenti quand on est passé, parce qu'avec les 2 véhicules, ils sont passés littéralement sous cet objet, sous ce disque géant. Et un des témoins a effectivement déclaré avoir ressenti, c'est un ressenti personnel, une grande forme de tristesse, presque de déprime, et quelque chose comme si on lui aspirait son énergie. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Alors on résume, il y a 2 voitures qui roulent, qui arrivent aux ruelles. Exactement. Et qui voient cette espèce de grand disque. Et là après. Et donc là après blackout, perte de conscience. En tout cas, ils ne savent plus ce qui s'est passé ensuite. Au même moment, un petit peu plus tard, mais enfin chronologiquement, on va dire, ça se joue dans quelques minutes. On a monsieur, alors on va l'appeler monsieur K. Voilà, c'est pas celui qui est sur le parking. Voilà, c'est celui qui est sur le parking. En fait, son vrai prénom, j'ai appris par la suite que c'était François, mais bon, peu importe. Lui, il est donc sur le parking, à 2 km de là. Il est tout seul, il est dans sa Mercedes. Alors sa Mercedes a une particularité, c'est qu'elle a un toit ouvrant. Et c'est ça qui attire sans doute son attention. Il entend d'abord une sorte de sifflement. Il commence par dire juste « j'ai entendu un sifflement ». Il a levé la tête et là, lui aussi a vu cet énorme disque au-dessus de lui. Et lui a eu une variante un petit peu dans l'observation. Il a bien vu des couleurs, les mêmes couleurs que ses amis, mais il a vu comme des taches de lumière qui tombaient littéralement, verticalement sur lui. Voilà, comme des gros confettis lumineux qui tombaient sur sa voiture. Il a un souvenir très, très précis d'avoir vu comme des taches de lumière sur le capot de sa voiture. Et à un moment, l'objet a même semblé basculer. Donc il s'est dit, wow, il va s'écraser sur moi ou s'écraser devant moi. Et en fait, non, pas du tout. L'objet juste s'incline, on va dire. Et ça dure, difficile à dire, mais quelques instants. Et lui aussi, trou noir, complet. Trou noir. Voilà, et alors quand la lumière se fait... Et alors, lui reprend connaissance, on va dire le premier, presque. Il est toujours assis dans sa voiture, il se sent un petit peu, voilà, comme quand on se réveille, un petit peu ailleurs. Et là, il se passe une scène assez incroyable, en tout cas c'est ce qu'il raconte. Il dit, j'ai vu arriver mes amis, mais ils ne sont pas arrivés du bout du chemin, parce que quand vous êtes à Ravilliers sur ce parking, effectivement, vous êtes en haut du village, et puis vous êtes une sorte de cul-de-sac, il y a une petite route qui mène là, puis après on peut pas aller, après il y a la forêt, on peut pas aller plus loin. Il a dit non, les voitures ne sont pas arrivées de ce chemin, elles se sont matérialisées juste devant moi. Comme ça, en un instant, en tout cas, c'est l'impression qu'il a eue. Et donc là, les 5 se retrouvent, et bien sûr, chacun échange, ils échangent leurs impressions sur ce qui s'est passé. Ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc, on n'a rien compris, Et là, un peu étrangement, ils vont à leur journée de chasse. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient rendez-vous avec d'autres chasseurs dans la forêt, parce qu'ils étaient un groupe de 20 à 25 personnes. Ils vont retrouver les autres chasseurs, et là, la journée se passe tout à fait, on va dire normalement. Ils n'en parlent pas du tout. D'autres chasseurs diront plus tard que effectivement les 5 en question avaient l'air un peu étranges ce jour-là. Ils parlaient pas beaucoup, ils étaient restés un peu à l'écart. Mais en tout cas, ils n'ont absolument rien dit à leurs amis. Et ça a duré ensuite pendant des semaines. Voire des mois. Mais surtout, en tout cas là on était en janvier et ça a duré au moins jusqu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'ils en ont un peu parlé entre eux, mais c'est resté très discret et ils sont allés le raconter à personne d'autre. Et le seul en fait qui a réagi, c'est Monsieur D. Monsieur D, donc c'est on va dire le témoin principal, conducteur de la première conducteur de la première voiture.
Lui il s'est dit quand même qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce que c'est que ce truc, cet objet c'était quoi, pourquoi on a perdu conscience, enfin voilà, il s'est posé beaucoup de questions. Donc il a commencé à chercher, il a fait sa petite enquête tout seul. Donc il a quand même appelé quelques amis qu'il avait, puisqu'il avait quelques relations ici ou là. Il a appelé les aérodromes, il a appelé des gens qu'il connaissait dans les bases aériennes. Et voilà, est-ce que le matin, janvier 98, vers 7h du matin, vous avez constaté quelque chose de bizarre? Bon, non, rien. Mais rien. Il avait appelé, il a demandé aux gendarmeries si quelqu'un avait rapporté quelque chose. Rien, absolument rien. Donc bon, intrigué, il a commencé à lire aussi des revues scientifiques sur l'espace. Lui, il s'intéressait pas trop. Alors, il était spécialiste d'aéronautique, d'avion et des choses comme ça, mais tout ce qui relève du cosmos, de l'espace, voilà, ça l'intéressait un petit peu moins. Et donc, il a commencé à lire des revues scientifiques sur l'espace pour essayer d'en savoir plus. Et il est tombé un peu par hasard sur une sorte d'encadré qui parlait d'une association qui est la Banque internationale d'ufologie de Franck Marie. Et là, il s'est dit, il faut que je leur en parle. Peut-être que ces gens qui s'intéressent aux ovnis vont pouvoir m'écouter. Voilà. Donc il y a eu un premier contact qui s'est fait. Ça, manifestement, là je connais pas les détails, mais ça s'est pas très bien passé. Et donc Franck Marie a demandé à un de ses enquêteurs, qui est donc Gérard Deforges, d'essayer de rattraper le coup en lui disant, bah écoute, tu habites en plus dans la région, tu connais bien, essaye de voir ce que voilà. Et là, manifestement, le courant a beaucoup mieux passé entre Gérard Deforges et le témoin, qui a accepté de lui parler, qui a accepté donc de lui raconter. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce qui s'est passé exactement le matin du 10 janvier, et puis son ressenti et ce qui lui est arrivé ensuite. Et les dessins, il avait fait des dessins. Alors les dessins, c'est pas Gérard tout de suite. Deforges qui lui a demandé. Oui, alors il y a eu deux types de dessins. Il y a eu d'abord effectivement les dessins de ce qui s'est passé le matin. Et effectivement, là, Monsieur D, ne sachant pas très bien dessiner, il a gribouillé des choses et quelqu'un est repassé un peu derrière pour essayer de mettre en forme et faire quelque chose qui tient la route. Et les dessins qu'on connaît de cette affaire, qu'on peut trouver facilement sur Internet, sont jugés par les témoins très très fidèles de ce qu'ils ont vu ce matin-là. Il y a une bande dessinée qui a été faite là-dessus. Il y a une BD, il y a eu, voilà, ça a été repris à droite et à gauche, mais en tout cas, moi je pense qu'il faut s'appuyer vraiment sur les dessins originaux, voilà, qui ont été, on va dire, déclarés fiables par les témoins. Donc Monsieur D a raconté à Gérard Deforges toute cette histoire. Il lui a raconté voilà tous ces petits détails et il lui a aussi parlé des séquelles qu'il a eues. Enfin, en tout cas, des choses curieuses qu'il a constatées après. D'abord, il a constaté des choses bizarres au point de vue, alors pas personnel, mais sur son matériel ou les équipements. Il avait par exemple une montre qui ne marchait plus du tout après l'histoire du 10 janvier. Et donc, il l'a montré à 2 horlogers. Le premier a dit impossible de la réparer. Le deuxième a dit si, je pense que je peux la réparer. Il a effectivement réussi à la réparer. La montre depuis. C'était une montre à quartz, c'est la batterie. Une montre à quartz, exactement. Et ensuite, la montre était tout le temps en retard. Avait des dysfonctionnements permanents. Il y avait aussi l'autoradio de sa voiture qui, étrangement, dès le lendemain, ne fonctionnait plus du tout. On n'a jamais su pourquoi. Et puis, il y avait sa voiture, là, qui était une Peugeot, qui était vraiment presque... Elle était encore sous garantie, c'était une voiture presque neuve, et qui a commencé à faire plein de bruits étranges. Et donc, ils l'ont montré à des spécialistes. Ils ont même dû la désosser pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, ils sont aperçus qu'il y avait des parties du haillon arrière qui avaient carrément fondu. Et les experts mécaniciens ont dit, on n'a jamais vu ça. On ne sait pas ce qui peut provoquer ce genre de choses. Donc, il y a eu ça. Il y a eu effectivement ces éléments un peu curieux. Et puis, il y a eu toutes les séquelles physiologiques sur Monsieur D. Alors, Monsieur D a d'abord une conjonctivite aiguë, mais très très forte, qui l'a obligé à aller voir un ophtalmo. Et l'ophtalmo, ce qui est intéressant, c'est il a été soigné. L'ophtalmo lui a donné de quoi soulager parce que vraiment il souffrait beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que l'ophtalmo a dit à Monsieur D. Il lui a dit, rapporté dans son rapport, vous devez arrêter tout de suite de vous exposer à des radiations. Ça, c'est intéressant parce que ça montre que Monsieur D a été exposé à quelque chose. Juste pour rappel, c'est lui qui baisse sa vitre, sort sa tête et est vraiment placé sous l'objet avec le visage exposé à l'objet
par rapport aux autres qui sont restés dans les voitures. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que peut-être qu'il a une conjonctivite dont il va mettre des mois à se défaire, mais il voit plus nettement qu'avant. Oui. Alors, une fois que la conjonctivite disparaît et qu'il est soigné, là, il se rend compte d'une chose assez incroyable, c'est qu'il voit beaucoup mieux qu'avant, de loin. Il dit, par exemple, quand je regarde la Lune, avant, je voyais la Lune floue, et maintenant, sans lunettes, sans rien, je distingue les cratères. Donc il s'explique pas ce changement. Sa peau a été pigmentée aussi, un peu comme s'il avait été exposé. Voilà. Sur la joue. Il y a une énorme tache brune qui est apparue sur sa joue et qu'a constaté directement Gérard Deforges. Il l'a bien vu et il a regardé les photos de Monsieur D avant le 10 janvier. Il y avait absolument pas cette tache brune. Et bon, la tache brune s'est estompée aussi. Et puis il y a cette chose totalement étrange que Monsieur D raconte. Il dit un jour, je me suis rendu compte que dans ma cuisse, j'avais un tout petit furoncle. Un furoncle, voilà. J'avais un furoncle. Alors je l'ai gratté un peu comme font pas mal de gens. Et là, j'ai réussi à extraire une sorte de petit grain de riz, petite chose assez curieuse qui faisait quelques millimètres. Et au moment où je l'ai extraite de ma cuisse, j'ai ressenti intérieurement comme une petite libération, comme si ça me libérait de quelque chose. Voilà. Alors effectivement, quand il raconte ça à Monsieur Gérard Deforges, je lui dis mais est-ce que vous l'avez toujours ce petit objet? Et hélas, malheureusement, il l'a jeté. Il l'a même pas pris en photo, ce qui est extrêmement frustrant pour n'importe quel. Ce qui est étonnant aussi pour quelqu'un qui travaillait dans l'aéronautique et dans le secret défense. On va poursuivre l'émission. Je suis assez d'accord. Vous êtes à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM, IDFM Radio Anguin, au-delà du miroir. Ufologie ce soir, où nous parlons de l'affaire Aravilliers avec Jocelyn F. Keller. On en était au moment où finalement on s'est rendu compte qu'il y a eu après ces vaisseaux qui traversent comme ça le ciel, il y a des changements, des troubles physiques sur du matériel, enfin il y a des troubles matériaux sur la montre à quartz, sur l'autoradio, sur la voiture Peugeot 306, mais aussi des troubles physiques avec une conjonctivite, un furoncle, une tache brune. Et ce qui est intéressant, Jocelyn Keller, c'est aussi le changement de comportement par rapport à ce qu'ils étaient avant, ces personnes. Oui, absolument. Ça a été constaté par les proches du témoin principal. Avant cette histoire, Monsieur D était considéré comme quelqu'un d'assez réservé, discret, ce qu'on appelle un taiseux, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas très bavard, qui n'exprime pas facilement ses émotions. Et étrangement, après, c'était un tout autre homme. Il a commencé à être très volubile, à parler, à exprimer librement ce qu'il ressentait. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui existe sur Internet où on le voit s'exprimer, où il raconte une partie de son expérience, et on voit que c'est quelqu'un au contraire de très communicatif et très on a du mal à imaginer que cette personne soit peu bavarde. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un changement qui a été constaté par ses proches, qui ne veut rien dire en lui-même, mais en tout cas qui a été constaté. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Gérard Deforges a rencontré à plusieurs reprises Monsieur D. Ils se sont vus souvent, ils ont sympathisé presque, et donc régulièrement ils se voyaient pour échanger, sachant que Monsieur D avait des réminiscences aussi de choses qui lui revenaient. Ils se sont vus, ça devait être au mois de mai, avril ou mai 98, j'avoue que la date m'échappe. Et quand Monsieur D a accueilli Gérard Deforges, il lui a dit, vous savez, la nuit dernière, je n'arrivais pas à dormir, j'ai regardé par ma fenêtre, je regardais la lune et j'ai vu quelque chose d'assez étonnant. J'ai vu comme une sorte de grand trait lumineux qui traversait la lune. Une flèche. Comme une flèche, exactement. Donc ça m'a laissé interloquer, je le voyais très très nettement. Donc il a eu le temps de griffonner un petit peu, de faire un tout petit schéma. Et il a dit cette flèche pointait vers une étoile. Et cette étoile, carrément, je l'ai vue tomber dans le ciel, tomber comme une feuille morte, c'est-à-dire tomber dans une sorte de mouvement descendant, rotatif. Et ça m'a subjugué, ça a duré quelques instants, j'avoue que je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Donc ça, il raconte ça à Gérard Deforges le lendemain matin. Donc Gérard Deforges le fait parler, prend des notes, etc., etc. Et après, ils essaient d'interpréter un petit peu ce que ça peut dire, ce que ça peut vouloir dire, mais manifestement, ils ont du mal à le formaliser. Il faut savoir quand même que Monsieur D, après son expérience, a dit qu'il avait l'impression, de manière générale, d'avoir des pensées qui lui traversaient la tête. Et ces pensées n'étaient, il le dit lui-même, ces pensées n'étaient pas les miennes.
Voilà. Et donc il a des sortes d'images fugaces qui le traversent, et des images. Alors soit il voit des planètes, il voit des choses un peu apocalyptiques. Il dit souvent, je vois des images de fin du monde, je vois des choses, et je les comprends pas. Je ne sais pas les interpréter. Et donc il fait un rapprochement en disant, est-ce que ce que j'ai vu là, est-ce que c'est pas une sorte de message ou quelque chose qui m'est destiné avec, il y a quelque chose à comprendre mais je ne sais pas quoi. Est-ce que cette flèche qui pointe vers une étoile, est-ce qu'elle veut nous dire quelque chose? Est-ce qu'elle veut nous dire, est-ce qu'il faut regarder en direction de cette étoile parce qu'il y a quelque chose qui s'y passe? Est-ce que c'est un danger pour nous? Voilà, il sait pas. Mais il regarde et il finit par avoir plus ou moins la solution. Puisqu'il se dit que c'est la constellation du cygne, je crois, et la croix du Christ. En fait, c'est son fils. C'est son fils qui est un féru d'astronomie, au contraire de son père, étrangement, qui regarde à peu près dans quelle direction est effectivement cette flèche. Et il dit effectivement c'est la constellation du cygne, qui est très connue parce que quand on l'incline, la constellation du cygne, elle est représentée plusieurs étoiles, et quand on l'incline dans un certain sens, ça fait un peu penser au Christ en croix. Voilà. Donc il y a des gens qui y voient une sorte de symbolique religieuse. Bon, moi je vais pas aller très loin là-dedans, juste préciser que sur le fameux parking d'Aravilliers, quand vous arrivez, il y a un calvaire. Voilà, donc il y a des gens qui ont fait un lien en disant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu religieux là-dedans? Mais alors quoi? Et un calvaire, et puis il paraît qu'il y a un arbre aussi un peu bizarre. Oui, alors ça c'est ce qui m'a été raconté par Gérard Deforge et qui a été confirmé, parce qu'un jour il est venu avec une amie médium qui connaissait ni l'endroit, ni l'histoire, ni quoi que ce soit, mais quand ils sont arrivés sur ce parking, s'est senti tout de suite très mal et a parlé d'un arbre qui effectivement lui posait problème. Alors quel arbre, je n'en sais rien. Ça donne envie d'aller voir. Hein, mais voilà, moi j'y suis allé plusieurs fois, et alors je vais vous raconter une anecdote parce qu'on a tourné avec BTLV, c'était le 1er mai dernier, une émission qui va bientôt passer là sur Aravilliers, donc on s'est rendu sur place et on est venu avec des caméras, on avait un drone, enfin vous voyez des choses, et donc ça a attiré l'attention du voisin, de la personne qui habite dans la maison juste à côté du parking, qui nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait comme émission. Donc on a discuté gentiment. La personne connaissait rien à cette histoire. Enfin, s'il la connaissait, avait entendu parler, parce que régulièrement il y a des gens qui viennent à Aravilliers, mais n'était pas présente il y a 20 ans. En revanche, elle a parlé de quelqu'un qui avait été dans les bois et qui était revenu en disant c'est les bois d'Aravilliers, s'y passe des choses bizarres. Enfin voilà. Donc oui, il y a encore des choses, il y a des pistes à explorer, il y a des choses qui sont pas encore. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont y aller. Oui. Surtout quand on va raconter la suite de l'histoire. Oui, alors maintenant arrive la partie. Alors jusqu'à présent, on est assez dans l'extraordinaire, hein, je vous l'accorde. Mais là, vous attachez vos ceintures. Mais là où il faut attacher ses ceintures, sa ceinture, parce que là, on franchit un cap. À savoir que Monsieur D, à peu près vers le mois de mai 98, dit à Gérard Deforge, écoutez, j'ai pas tout raconté. Pendant la fameuse phase de blackout, là, de perte de conscience. Dans la voiture. Mes amis ne se souviennent pas du tout de ce qui s'est passé, mais moi si. Et alors, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, il a le souvenir qu'au moment où ils sont passés sous l'objet, lui s'est senti comme aspiré vers le haut. Et donc, il s'est retrouvé littéralement emporté dans l'objet, dans le grand disque géant. Après, il sait pas trop bien ce qui s'est passé, parce que il raconte ça avec sa façon à lui, et puis bon, voilà, il la raconte comme une histoire. Quand on l'entend parler dans les témoignages, il le raconte avec ses mots et sa façon de dire. C'est pas un rapport de gendarmerie, hein, donc il le raconte comme il l'a vécu. C'est quand même lui dit qu'il a vécu une histoire absolument extraordinaire. Il se voit couché sur une sorte de table, appelons ça comme ça. Il voit pas grand-chose, puisque quand il est couché, il regarde vers le haut, donc il voit le plafond, mais en tournant la tête, il voit que sur sa gauche, une sorte de robot. Voilà, un gros robot avec des grands yeux, une sorte à la place de la bouche, il y a une sorte de lamelles blanches qui font penser à des dents, mais c'est pas des dents, mais ça permet de communiquer. Et cette machine, parce qu'il voit très, très vite que c'est pas vivant, hein, que c'est vraiment une machine, a l'air de vouloir dire des choses, mais dans un langage qu'il ne comprend pas. Et il ne comprend juste que 2 mots, tobu. Voilà, et tobu, ça le marque, tobu. Et c'est de cette expérience, c'est le seul son d'ailleurs dont il se souvient. Donc il y a cette phase où il est avec cette machine, tant bien que mal, bien qu'il soit... Alors il est immobilisé sur cette table, il n'est pas attaché. Il dit qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il ressent aucune peur, mais il n'est pas très à l'aise. Il n'est pas à l'aise, mais il n'est pas en état de panique. Alors peut-être qu'effectivement, on lui a suggéré de ne pas avoir peur, en tout cas. On lui a mis un grain de riz dans la cuisse. C'est possible, on peut tout imaginer.
Il voit qu'il y a d'autres robots un peu similaires à celui qui est tout proche de lui, qui sont un peu plus loin. Après, il a l'impression qu'on le transporte dans une autre pièce, mais il sait pas si on l'a transporté, il est dans le vaisseau, on a changé de vaisseau, il est dans le même. Il sait pas du tout. Là, il sait pas. Il est dans une nouvelle pièce, et là, il est mis en présence d'autres créatures encore plus fantastiques. Parce que là, ce sont pas des robots, là, ce sont vraiment des créatures vivantes. Et ils disent c'était des créatures qui faisaient à peu près 2 mètres, 2 mètres 10 de haut. Qui avaient des pattes carrément de gallinacés. Comme des pattes de poulet à l'envers. Des poulets à l'envers, c'est comme ça qu'il le décrit. Très grande, avec une grande prestance, une grande poitrine et surtout une tête d'aigle. Et ça fait un peu penser aux Égyptiens, aux Sumériens en fait. Ouais. Moi j'ai fait une conférence et quelqu'un m'a dit mais ce genre de personnage, ce genre de créature, on les retrouve dans la mythologie sumérienne. C'est des Anunnaki. Ou peut-être. ou alors dans les BD de Enki Bilal aussi. Ça donne des grands personnages à tête d'aigle avec des protubérances sur le crâne. Très grand, qui portait une sorte de costume de couleur marron. Il n'a pas vu beaucoup d'autres détails et il a eu l'impression que ces créatures essayaient de communiquer avec lui mais n'y arrivaient pas. En tout cas, lui, il a rien compris du tout. Le seul certitude qu'il avait, c'était que ces créatures étaient les chefs. C'est-à-dire qu'elles étaient les chefs des fameux robots. Voilà. C'est le seul ressenti qu'il a eu. Et après, il sait pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé dans la voiture. Mais là, il est écrit à la page 227 de votre livre. Médée se souvient enfin d'autres brides de conversation avec le robot au casque de métal. On lui parle du ruban de Mobius, d'inversion de polarité. Tout fonctionne sur le principe positif-négatif, de 2 vies en une, une vie parallèle, mais aussi d'une apocalypse à venir. Là, on se demande s'il a pas pété les plombs, quoi, parce que c'est un amalgame. Voilà, ce qu'il dit, c'est que j'ai senti mon cerveau traversé par des idées, des mots, des formules, des choses, et j'en ai mémorisé quelques-unes. Je m'en souviens de quelques-unes, mais le reste j'ai oublié et je n'ai rien compris. S'il y avait un message global, je ne l'ai pas compris. Voilà. Mais est-ce qu'on peut pas penser qu'entre-temps, il avait été lire tout un tas de choses dans des sûr, revues et que ça a pas fait un amalgame. Ça, on en parlera un peu après comment on peut interpréter cette histoire, parce que là, je vous raconte l'histoire telle qu'elle a été décrite par les témoins. Après, on peut donner un avis. On va voir, parce c'est un peu mon boulot. C'est pour ça que je me présente comme historien de l'étrange. J'étudie ces histoires-là en essayant d'abord de les raconter de manière la plus objective possible, et ensuite d'essayer de les analyser et d'apporter un éclairage nouveau. Alors on revient sur Tobo, ou plutôt de Tobo. Tobo, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Il fait quelques recherches dans des revues un peu spécialisées, scientifiques, type Air et Espace, Cosmos, voilà. Et il tombe sur en fait Tobu, qui est une exoplanète qui a été découverte l'année précédente, donc en 97. Dans la constellation du Bouvier. Dans la constellation du Bouvier. Et il faut savoir que les exoplanètes, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on sait, c'est un terme qui est très, très courant. Pratiquement tous les 3 jours, on trouve une nouvelle exoplanète. À l'époque, c'était une grande nouveauté. Et donc, il voit un article sur cette exoplanète en se disant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce nom-là qu'ils ont prononcé? Est-ce qu'ils viennent de là? Est-ce qu'ils viennent de là? Ou est-ce que cette planète est d'un danger? Enfin là, il se pose des questions. Il n'a pas eu la réponse. Voilà, il s'est juste posé beaucoup de questions, il n'a pas eu de réponse. Et le fameux Tobo, on sait toujours pas vraiment de quoi il s'agissait. Alors, le 6 février 99, donc l'ensemble des protagonistes s'est réuni lors d'un entretien avec Gérard Desforges, auquel a assisté un invité spécial qui était Jacques Vallée. Ils se sont réunis à 5-1 parce que le fameux X, lui, entre-temps, il avait pété. Alors oui, on l'a appelé X parce qu'on sait celui sur lequel on sait le moins de choses. Il était déjà pas très bien avant cette histoire, et après ça s'est aggravé, donc il a même pas été en état de venir assister. Alors faut savoir que cette histoire, effectivement, Gérard Desforges donc a réuni le maximum d'informations, a écrit des articles dans une revue ufologique qui s'appelle Lumière dans la nuit, et puis après bien sûr ça s'est un peu propagé. Et vu la densité d'informations, la qualité des témoignages et le mystère complet autour de tout ça, ça a intrigué beaucoup d'ufologues connus, dont Jacques Vallée, qui est l'ufologue français le plus connu, qui habite en Californie et qui a voulu en savoir plus. Et donc, à l'époque, il y a eu des réunions, effectivement, les principaux ufologues français sont venus rencontrer les témoins, mais
qui réclamaient toujours l'anonymat, pour essayer d'en savoir un peu plus et d'échanger avec eux, absolument. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient la même version des faits, c'est-à-dire que... Ils ont toujours raconté la même chose. Hein. Alors, certains avec plus ou moins... Celui qui raconte le plus des détails, c'est Monsieur D. Hein. C'est le seul qui raconte cette histoire d'abduction, disant, voilà, moi j'ai été carrément dans le disque. Les autres, ils racontent ce qu'ils ont vu quand ils étaient dans la voiture avant de perdre conscience. Mais ils disent tous la même chose. Et ils disent, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Il y en a d'ailleurs qui étaient moins étonnés par l'objet lui-même, l'OVNI lui-même, que par le fait qu'ils aient perdu conscience. Le missing time, le fameux missing time, temps, exactement. Ouais. Parce que quand vous allez à Ravilliers, vous allez au hameau du Ruel, vous traversez tout le hameau depuis son entrée jusqu'au fameux parking, il y a 1,6 km ou 7 à peu près. C'est très long, c'est une petite route qui serpente un peu. C'est impossible de la faire. Enfin, même à supposer qu'on tombe endormi en conduisant une voiture, en allant tout droit, c'est impossible. Donc, et c'est ça qui a troublé le plus des témoins qui disaient, nous, effectivement, on a vu cet objet qu'on n'a pas compris, mais surtout, ce qu'on n'a pas compris, c'est comment on a pu aller de l'entrée du hameau jusqu'au parking en étant inconscient. Alors, il y a d'autres phénomènes qui se passent aux alentours, finalement. Il y a eu d'autres phénomènes dans cette ville. Oui, parce que c'est ce que Gérard Deforge s'est dit. Il s'est dit, si ces 5 témoins ont vu quelque chose d'aussi extraordinaire, peut-être que d'autres gens à Ravilliers ont aussi vu ou ressenti quelque chose. Alors, il a entendu parler d'abord du maire, le maire de l'époque, d'il y a 20 ans. Marc Vignal. Ouais, exactement. Qui, lui, a raconté... Enfin, il s'est passé une chose assez étrange. Alors, il n'a pas été confronté à l'OVNI, il l'a pas vu d'ailleurs, mais faut savoir que c'est une personne qui... est très, très connu pour travailler énormément et se lever toujours, chaque jour, très très tôt le matin. Et ce jour-là, vraiment le 10 janvier 98, le jour où c'est arrivé, il s'est levé à 9h, alors j'ai oublié, mais après 9h, ce qui ne lui était jamais arrivé avant et qui ne lui est jamais arrivé après. Et il avait d'ailleurs un rendez-vous important ce jour-là et il l'a raté à cause de ça et il ne sait absolument pas pourquoi. Il s'est réveillé à 9h45 voilà. À l'heure de rendez-vous, oui. À l'heure de son rendez-vous, alors ce qu'on sait par contre en reconstituant la trajectoire de l'OVNI, c'est que l'objet en question est passé au-dessus de sa maison. Voilà. Alors, ce maire lui apprendra aussi qu'il n'y a pas moins de 15 maisons qui ont été mises en vente au même moment. Oui, alors très bizarre. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Je le mets avec des petites pincettes parce qu'entre-temps, j'ai eu des discours différents disant oui, mais c'est possible et puis c'est peut-être un peu exagéré. Mais effectivement, il semblerait en tout cas que juste après cette histoire, il y ait pas mal de gens qui aient mis en vente leur maison, ce qui peut paraître un peu curieux parce que Ravilliers, c'est un endroit assez chouette où habiter. C'est une petite bourgade dans la campagne, très tranquille. D'ailleurs, c'est vraiment l'endroit, à mon avis, où il se passe jamais rien. Et c'est un peu étonnant que les gens ont envie de partir comme ça un peu brutalement. Je pense, alors ça c'est mon avis personnel, je pense qu'à Ravilliers, il y a d'autres gens, alors maintenant on est 20 ans après, mais qui à l'époque ont certainement vécu quelque chose. Il y a la petite fille. Voilà, alors il y a la fameuse épisode effectivement du conseiller municipal, on l'appelle comme ça. En fait, Gérard Deforge, étant directeur d'école, avait sa photocopieuse qui était tombée en panne. Et donc, il avait été voir une société spécialisée. Et donc, en discutant avec le commercial, il s'est rendu compte que ce commercial habitait à Ravilliers, était conseiller municipal. Et il lui a dit, alors ils ont parlé de l'OVNI, enfin ils ont parlé de cette affaire parce que dans la région, les gens étaient un peu au courant. Et il lui a dit, mais vous savez, moi ce jour-là, il s'est passé 2 choses totalement étranges. La première, c'est que l'objet en question est passé au-dessus de ma maison. Moi, il l'a pas vu, lui il a rien vu, mais il a dit, si de ce qu'on me dit et de ce qui a été reconstitué, l'objet en question est passé au-dessus de ma maison à l'heure de ma naissance. C'est-à-dire que ce monsieur est né le 10 janvier à 7h du matin. Donc c'est pour ça qu'il se souvenait de la date. Il se souvenait parfaitement de la date à cause de ça. Alors après, est-ce que c'est une coïncidence ? Probable, possible, c'est très possible. Et il raconte aussi une chose, c'est qu'à l'époque, il avait une petite fille de 2 ans et que cette petite fille avait un jouet qu'elle adorait, qui était une sorte de petit robot qui faisait de la lumière. Et du jour au lendemain, du 10 janvier, elle avait très très peur de ce petit objet, de ce petit jouet. Elle ne voulait absolument plus le voir, et surtout la nuit. Et elle a fait des cauchemars pendant des semaines et des semaines. Ça n'est passé que bien plus tard. Et donc là, il y a un mystère autour de ça. Moi, ça fait partie des pistes à ouvrir.
On m'a donné les coordonnées de ce monsieur, de ce conseiller. Je pense que je vais l'appeler bientôt. Enfin, Gérard Deforge me les a données. Parce que Monsieur D, je crois qu'il est mort, lui. Hein. Monsieur D est mort, oui, une dizaine d'années. Donc on ne saura pas si il voit toujours aussi bien. En tout cas, lui, jusqu'à sa mort, a continué à dire, à être catégorique sur ce qu'il avait vu. Enfin, il n'a jamais changé de discours. Les autres témoins non plus d'ailleurs. Les autres témoins avaient beaucoup moins de choses à raconter. Mais en tout cas, ils n'ont jamais changé leur version. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a eu quand même un article qui était paru dans un journal local dans le coin. La Gazette du Val d'Oise. Et l'institutrice avait demandé aux élèves. Oui, alors il y a eu. Oui, ça c'est une anecdote que m'a raconté Gérard Deforge. Il m'avait dit très très étonnant. Comme il est directeur d'école, il se dit je vais aller demander à ma collègue d'Aravilliers si elle est au courant de quelque chose. Et en fait, il a été très très étonné en rentrant dans l'école puisqu'il a vu que les gamins faisaient une sorte de collage, de coloriage-collage autour du thème des soucoupes volantes. Donc là, il lui a dit mais pourquoi vous faites ça ? Et en fait, elle lui a dit mais on a vu l'article dans la Gazette du Val d'Oise sur un ovni a-t-il survolé Aravilliers et ça m'a donné une idée de. Ça serait bien de voir les dessins des enfants. C'est pareil. C'est une autre piste qu'on aurait pu ouvrir. Là, il faut que je redemande à Gérard Deforge s'il n'aurait pas eu l'idée de garder les mais dessins. À l'école, ils y sont peut-être encore. Il y a 20 ans, c'est un peu. On peut se demander, on peut y croire. Mais en tout cas, ça aurait été intéressant de voir les dessins. Et surtout de voir s'il y avait des dessins qui ressemblaient aux dessins faits par Monsieur D. Enfin, en tout cas, il y avait des dessins qui étaient un peu les mêmes sur tous les trucs. Voilà. Alors, faut-il prendre toute cette affaire pour argent comptant ? C'est ce que nous allons essayer de deviner après la pause musicale sur l'antenne d'IDFM. Puis sûr que vous êtes impatient, auditeur, auditrice d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, de savoir ce qu'on peut attendre de toute cette histoire, Jocelyn Keller. Alors, qu'est-ce que finalement il faut prendre pour... Comment il faut prendre toute cette affaire d'Aravilliers ? J'ai envie de dire avec prudence quand même, avec prudence. Alors on est en face d'une histoire assez extraordinaire. Hein. En France, des histoires ufologiques comme ça. On a tout là. On a l'abduction. Voilà. On a tout. C'est ça aussi. Voilà. Quand je me suis intéressé à cette histoire, je me suis dit c'est trop beau pour être vrai. On a tous les ingrédients de l'ufologie. On a l'observation d'un objet dans le ciel, le missing time, enfin la perte de conscience, l'abduction, enfin l'enlèvement, le contact avec des créatures exotiques. Les séquelles physiologiques, psychologiques, enfin, on a tout, et en même temps, on n'a pas de preuves. On n'a aucune preuve vraiment tangible, mais on a vraiment quelque chose d'assez solide à quoi on pourrait se rattacher. Il y a rien. C'est ça qui est assez frustrant dans cette histoire. Alors que c'est pas n'importe qui à qui c'est arrivé. Non. C'est des gens qui auraient dû. C'était quand même des. Oui, alors après la question peut se poser. Est-ce que ça peut être un canular ? Est-ce qu'ils auraient inventé toute cette histoire ? Pourquoi pas ? Mais dans quel but ? En général, quand vous inventez une histoire, c'est un peu pour vous faire connaître. Il y a un côté, à un moment, vous allez révéler la vérité en disant c'était une blague, etc. Là, non, ils ont demandé l'anonymat et ils ont jamais changé de version. Et personne est venu en 20 ans dire non, mais c'est en fait on leur a fait une blague. Eux, ils étaient de bonne foi, mais on leur a fait une blague et on a fait une mise en scène, etc. Personne n'a jamais venu raconter ça non plus. Alors, l'hallucination collective. Alors, l'hallucination collective, moi, je pense que ça marche pas du tout parce que d'abord, scientifiquement parlant, la notion d'hallucination collective, ça n'existe pas. Si vous prenez plein de personnes qui assistent au même événement, prenez, j'en sais rien moi, un meeting politique, un match de foot ou quoi que ce soit, les gens vont tous vous raconter des versions différentes. Ils auront vu à peu près la même chose, mais tout va varier. Ça n'existe pas les gens qui voient exactement la même chose ensemble. Et là, dans le cas présent, c'est le cas. C'est-à-dire et d'autre part, ils n'étaient pas tous ensemble. Et en plus, ils n'étaient pas tous ensemble puisqu'il y en avait 4 à un endroit et un 5e à un autre endroit qui confirme ce qu'ont dit les 4 autres. Donc ça marche pas. Après, est-ce qu'on leur a fait absorber des substances Après, la question, ce sera qui aurait pu faire ça. Mais en tout cas, est-ce qu'ils auraient pu être trompés, oui, par l'absorption de substances. Bon, alors, il y a des gens qui m'ont dit, quand j'ai fait des conférences sur Aravilliers, qui m'ont dit, mais ce sont des chasseurs, ils ont bu un coup avant de partir. Puis voilà. 7h du matin. Enfin, 7h du matin, d'abord, ils n'avaient pas bu, ils n'avaient pas la réputation d'être des gros buveurs ou fumeurs ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, d'eux-mêmes, non.
Après, est-ce on aurait pu leur faire absorber quelque chose? Pourquoi pas? Mais ça n'existe. Sauf qu'ils sont pas de Haravilliers, ils sont pas non plus. Personne pouvait savoir qu'ils allaient passer par là. Enfin, ils ont pas traversé un nuage de gaz qui les a, qui leur a induit en erreur. Et ça explique pas la montre, la voiture. Non, et etc. ça explique pas les quelques traces après, les quelques phénomènes physiques observés, mais pas vraiment prouvés parce que ce sont plus des témoignages qu'autre chose. La manipulation. Alors la manipulation, ils ont effectivement pu être manipulés. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? On a parlé de effectivement une sorte d'expérience menée peut-être par des militaires. Souvent, quand on pense expérience, on pense à l'expérience militaire. Le seul lien avec les militaires que je connaisse, outre le fait qu'ils sont deux d'entre eux étaient accrédités secret défense, c'est la présence, et encore c'est pas juste à côté de la base militaire de Taverny, vers laquelle se dirigerait. Enfin, quand on regarde la trajectoire de l'OVNI, c'était vraiment en direction de Taverny. Bon, c'est vraiment, ça s'arrête là. Pourquoi eux? Dans quel but? Parce que faire une mise en scène comme ça, c'est quand même assez. Ah oui, ça sert à quoi? Parce que finalement, ça n'a pas été médiatisé. Après. Non, en plus, ça n'a pas été médiatisé. Donc voilà, j'ai du mal aussi à aller chercher une explication du côté des militaires. Après, il y a des gens qui ont pensé que c'était effectivement l'armée qui avait fait quelque chose, mais ok, pourquoi pas, mais il n'y a aucune preuve qui va dans ce sens-là non plus. Donc en fait, le mystère demeure. Moi, je pense qu'il leur je pense que objectivement, il leur est arrivé quelque chose ce jour-là, ce matin-là. Quoi exactement, je n'en sais rien. On est obligé de se reposer sur leur témoignage et puis voilà. Il reste encore des personnes vivantes là. Oui, mais les témoins, celui qui s'appelle François qui est dans le sud, a pas grand-chose à raconter, hormis qu'il a vu l'objet et tout ça. Mais 20 ans après, les rares survivants n'ont rien de nouveau à ajouter. Donc s'il y a quelque chose de nouveau, ça va venir de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'a jamais parlé jusqu'à présent et qui va donner une nouvelle information. Et ça serait formidable. Soit on fait une découverte ou il y a une nouvelle piste qui s'ouvre quelque part. Ça fait 20 ans voilà. quand même. Hein. Mais ça fait 20 ans. Oui, mais vous savez, il y a des histoires, on enquête encore sur Roswell, on enquête encore sur des cas ufologiques beaucoup plus anciens. Valençol en 65, on apprend encore des choses aujourd'hui, hein, donc c'est encore possible. Si quelqu'un, qui nous écoute ce soir, sait quelque chose sur l'affaire d'Haravilliers, alors si c'est quelque chose, il vous contacte où, Jocelyn? Soit par le biais de mon éditeur, Scrineo, scrineo.fr, voilà, c'est facile à trouver. SCRINEO, et puis pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo qui va passer sur les... Oui, sur BTLV, effectivement, on a tourné le 1er mai dernier un reportage qui va passer sur BTLV prochainement en septembre. 1 heure. Ah, quand même. Ah oui, c'est un gros reportage. On avait un drone, ça va être assez spectaculaire. Et sinon, j'ai un blog aussi qui s'appelle dossierinexpliqué.toutattaché.com sur lequel vous pouvez me contacter si vous avez, soit vous connaissez, vous avez des éléments nouveaux sur Haravilliers, je suis preneur, soit vous connaissez une autre histoire extraordinaire, mais authentique, absolument authentique, qui pourrait m'intéresser. Parce que moi, je m'intéresse qu'aux histoires des affaires étranges, c'est le titre de votre livre chez Scrineo. Alors là, vous allez faire quelques salons. Oui. Je suis assez sollicité pour parler. Alors, je parle pas que d'ufologie. Moi, je suis pas un ufologue. Je suis un historien de l'étrange. Ça me permet de parler de tous les sujets. Je m'intéresse aux gens qui disparaissent. Je m'intéresse aux esprits frappeurs. Je m'intéresse aux animaux étranges, aux ovnis, aux maisons qui parlent, voilà, etc. Donc, j'ai beaucoup de rendez-vous en septembre. Je vais aller au Salon du Paranormal de Dijon. Ça sera les 8 et 9 septembre. Ensuite, je serai à Charleville-Mézières pour le Salon des littératures maudites. La semaine d'après, on sera donc vers le 23-24 septembre, je vais faire une conférence. Il y a une journée de conférence organisée par OVNI Languedoc à Montpellier. Je ferai le repas ufologique d'Orléans en toute fin du mois de septembre. Et juste en revenant de Montpellier, avec BTLV, nous partons au château de Fougeray, dans la Vienne. Qu'est-ce qui s'y passe? Château hanté. Enfin, en tout cas, qu'on dit hanté, réputé pour être hanté. Qui ouvre ses portes, mais uniquement sur invitation. Ouais. Non, il est ouvert sur une large période à partir du mois d'avril jusqu'à septembre-octobre. Mais c'est uniquement sur invitation, donc on peut pas se présenter comme ça. Et là, on va y passer, on va y tourner une émission dans les conditions du direct la nuit. Vous allez voir des choses. S'ils veulent bien se montrer. Moi, j'y suis déjà allé une fois. Vous avez vu quelque chose? J'ai entendu des choses. Pas vu, mais entendu. Vous avez entendu des chaînes? Non, il n'y a pas de chaînes. Non, c'est pas les clichés des fantômes. C'est plus des bruits un peu étranges, un peu inexpliqués.
Je croyais que c'était ce château qui finalement ouvre ses portes et fait payer ses nuits pour qu'on se fasse un peu peur. C'est pas celui-là. Oui, en tout cas, il faut payer un peu pour y passer la nuit. Ouais, Oui, ça, bien sûr. Ouais. Bah, en fait, vous c'est un avez été château voir qui dans les placards s'il n'y avait pas des gens de cachés. Non, mais on surveille et puis on y va avec des gens qui ont l'habitude de ce genre d'événements et qui savent très bien un peu, comment dirais-je, démasquer les impostures. Non, on y va avec l'esprit ouvert. Moi, je dis toujours, hein, je suis les yeux ouverts et les pieds sur terre, donc je suis assez curieux de voir ça. Il est grand ce château. Ah oui, c'est un gros château, ouais. Ouais, 2 étages, oui. Enfin, je sais pas, nombre de pièces assez important, mais oui, ça. Et ça se passe que la nuit. Non, la journée aussi, il y a des choses aussi. Il se passe quoi? Dites-nous une chose. Bah, il se passe beaucoup de. Alors, ce qu'on dit, il se passe. Alors, soit c'est des sons inexpliqués, des rumeurs, des mouvements, des meubles qui bougent tout seuls, des déplacements de choses et des choses comme ça. Soit ce sont effectivement des gens qui entendent des bruits, des sortes de murmures, des voix, des petites voix assez courtes. Et de temps en temps, quelques formes lumineuses, mais c'est assez rare, d'après ce que je sais. Et des gens disent avoir vu, en prenant des photos dans des miroirs notamment, des formes un peu fantomatiques et un peu inexpliquées. Et on connaît l'histoire de ce château? Moi, je la connais pas très bien, non. Ouais. Non, je la connais pas très bien. Qu'est-ce qui traîne? Parce que si ça traîne, c'est qu'il y a un problème. Je sais pas. Là, je peux pas. Donc, c'est habité par un châtelain? Oui, un couple de châtelains qui reçoivent des gens régulièrement. Il faut savoir que le château est pas en très bon état, donc. Ça permet de le restaurer. Ça permet de le restaurer, absolument. Donc, il faut tirer les vers du nez du couple si c'est. Voilà. Ah, mais il raconte l'histoire quand on va visiter le château. Ouais. En groupe, il raconte l'histoire du château, mais j'avoue que je le connais pas par cœur. Ça vous a pas intéressé? Si, mais pas au point de vous le raconter en détail. Bon, ça, vous allez faire donc une vidéo là-dessus, donc on en saura. Oui, en tout cas avec BTLV, on va tourner un film, on sera plusieurs, mais comme ça, chacun donnera son avis. Et s'il se passe quelque chose, je viendrai vous le raconter. Alors, si vous avez des affaires étranges à proposer à Jocelyn Keller, vous lui proposez, puisqu'il a l'air d'écrire des livres là-dessus. Dans ces histoires authentiques, là, il y en avait combien Il y en a 15. Il y en avait 16 même. Ouais, là, dans celui-ci, même 16, ouais, mais normalement une bonne quinzaine par livre. Ouais. 16, et pas que sur Aravilliers. Ah non. Non, ça se passe dans le monde entier. Il y a des histoires en France, mais il y en a aussi les empreintes du au Brésil, démon, au Canada. Mais toutes des histoires vraies, documentées. Moi, en fait, mon boulot, c'est pour ça que je dis que je suis une sorte d'historien de l'étrange, c'est que je fais comme un vrai historien, c'est-à-dire que je considère ces événements comme certains considèrent les batailles ou des mouvements, voilà. Moi, je considère ces événements comme des faits historiques sur lesquels il faut enquêter, vérifier et pointer du doigt toutes les incorrections et les contradictions et essayer de leur raconter le plus justement possible. Et en faisant ça souvent, je nettoie un peu l'histoire parce qu'elle a été au fil du temps embellie par des choses qui sont inventées ou où il y a des inexactitudes. Et en fait, l'idée, c'est aussi de rétablir une forme de vérité. La troisième histoire, c'est un crime parfait dans le métro. Vous auriez une citation? Non, qui vient à l'esprit, pas vraiment. Ma devise, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Les yeux ouverts et les pieds sur terre. Ça, c'est vraiment un bon conseil que je peux donner à tout le monde parce que on est dans un univers de l'étrange, de l'insolite, où souvent le farfelu côtoie le sérieux. Et donc, je pense que face justement à tous ces phénomènes et toutes ces histoires qui nous échappent, il faut rester très très lucide. Vous dites dans le début de votre livre que rien n'est aussi fascinant qu'un mystère qui a pris de l'âge, 3 petits points. Encore que je puisse ajouter que rien ne serait plus satisfaisant qu'un mystère définitivement résolu. Mais l'intérêt, c'est que ce soit pas résolu. Merci à vous, Jocelyn Keller, Affaires étranges, histoires authentiques chez Scrinéo. À bientôt peut-être. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci d'être venu. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup.